C'est le prédateur le plus grand et le plus féroce à avoir jamais hanté les océans. Le requin mégalodon a dominé les mers pendant des siècles avant de s'éteindre il y a des millions d'années. Pourtant, les scientifiques n'ont réussi à découvrir que très peu de restes du requin géant. Tout ce que nous savons sur le grand monstre des mers, nous l'avons appris grâce aux fossiles de ces dents géantes qui font à peu près la taille d'une main humaine moyenne. Les scientifiques ont estimé la taille du requin préhistorique à l'aide de calculs basés sur la longueur d'une dent de mégalodon. En moyenne, la longueur d'un mégalodon était de 10 mètres. Les plus grands spécimens pouvaient atteindre jusqu'à 17 mètres de long. Cependant, ces méga-requins étaient peut-être encore plus grands que ce que nous pensons. Au Muséum d'histoire naturelle de Floride, un groupe d'étudiants a examiné des répliques de dents de mégalodon imprimées en 3D pour calculer la taille du requin en utilisant la méthode de la longueur des dents. Mais quelque chose clochait. Chaque élève a calculé une taille différente pour le même requin. Leurs estimations allant de 12 mètres à 55 mètres. Le paléontologue en charge du projet a jeté un coup d'œil aux équations des élèves. Il s'est rendu compte que la méthode qu'ils avaient utilisée pour calculer la taille du mégalodon pendant des décennies n'était pas du tout précise. Ils ont donc inventé une nouvelle méthode pour calculer la taille du mégalodon, en se basant sur la largeur de la dent au lieu de sa longueur. Il s'est avéré que le mégalodon moyen aurait mesuré environ 20 mètres de long. C'est presque le double de la taille que les scientifiques avaient auparavant estimée, et cela signifierait que le mégalodon moyen avait la longueur de 2 bus scolaires. On n'a jamais découvert un tel squelette de mégalodon. Les squelettes de requins sont principalement constitués de cartilage, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement. Heureusement, les dents des requins tombent et repoussent sans cesse tout au long de leur vie. Un requin peut avoir 40 000 dents en une seule vie. Les scientifiques ont donc réussi à étudier différents types de requins en se basant uniquement sur leurs dents. Le mégalodon avait environ 276 dents. Lorsqu'elles tombaient, ces dents atterrissaient dans les fonds marins où elles sont restées pendant des millions d'années, se fossilisant. Les scientifiques ont trouvé ces dents et elles sont la seule véritable trace que nous ayons de l'existence du monstre. Le mot mégalodon signifie d'ailleurs dent géante. Sa dent fait environ 18 cm de long. À titre de comparaison, la plus grande dent d'un requin blanc ne fait que 7 cm de long. Pour trouver un ensemble de dents plus grand, il faudrait remonter à 65 millions d'années pour trouver le grand Tyrannosaurus rex, dont les dents avaient une taille impressionnante de 30 cm. Des dents de mégalodon ont été découvertes dans le monde entier. Cela signifie que, contrairement aux autres animaux marins de son époque, le mégalodon était intercontinental. Même aujourd'hui, la plupart des requins et des animaux marins ont tendance à rester dans une seule mer ou un seul océan. A l'inverse, le mégalodon nageait librement dans le monde entier, se déplaçant entre les eaux tropicales et subtropicales. Des dents de mégalodon ont été trouvées au large de tous les continents, à l'exception des eaux glaciales de l'Antarctique. Lorsqu'un mégalodon fait une apparition dans un film ou une émission de télévision, il est dépeint comme une version géante d'un grand requin blanc. Les scientifiques pensaient auparavant que le mégalodon et le grand requin blanc descendaient tous deux d'un ancêtre commun, mais ce n'est pas le cas. En fait, il est plus probable que le mégalodon ait été l'ennemi juré de l'ancêtre du grand requin blanc, le requin mako aux dents larges. Cela signifie que le mégalodon n'était peut-être pas si semblable au grand requin blanc après tout. En réalité, le mégalodon aurait eu un museau plus court que le grand blanc, ainsi que des nageoires pectorales plus longues qui lui donnaient une carrure plus trapue et plus menaçante. Non seulement le mégalodon était le plus grand requin du monde, mais il était aussi l'un des plus gros poissons ayant jamais existé. Un super prédateur de cette taille devait avoir besoin d'un régime alimentaire énorme pour rester en mouvement. Le mégalodon aurait mangé 1150 kg de nourriture chaque jour. Le régime du mégalodon était composé de plus grandes espèces de poissons, de dauphins et même d'autres espèces de requins. On a découvert d'anciens os de baleines fossilisés avec des marques de dents de mégalodon. Cela signifie que les mégalodons n'étaient pas intimidés par leur taille et auraient essayé de se régaler des baleines géantes du passé. Les scientifiques ont effectué des simulations informatiques pour essayer de déterminer le style de chasse de l'ancien requin. Grâce à cette technologie, ils ont découvert que le style d'attaque du mégalodon était très différent de celui des requins modernes. Les requins modernes plongent directement vers la partie la plus vulnérable de leur proie, par exemple le ventre mou d'un phoque. Les dents du mégalodon étaient particulièrement adaptées pour mordre à travers des zones de cartilage plus résistantes. Ces preuves suggèrent que le mégalodon commençait par mâcher les nageoires les plus robustes de sa proie, le rendant incapable de s'éloigner à la nage avant de lancer son attaque finale.
La gueule d'un mégalodon mesurait environ 3 mètres de large et 2,70 m de haut, ce qui est assez grand pour que tu puisses nager dedans sans toucher aucune dent. Mais ce serait toutefois déconseillé. Sa gueule était si grande que le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même avoir à mordre dedans. Des équipes de recherche d'Australie et des États-Unis ont collaboré pour déterminer la force de morsure du mégalodon à l'aide de simulations informatiques. Les résultats sont terrifiants. Alors que le grand requin blanc moderne a une force de morsure de 1,8 tonne, le mégalodon pouvait facilement croquer sa proie avec une force de 18,2 tonnes. La morsure du mégalodon serait facilement capable de couper l'acier et de dominer n'importe quel autre prédateur dans l'océan. Les scientifiques pensent que le mégalodon avait la morsure la plus puissante de toutes les créatures ayant jamais existé. Sa morsure aurait aisément surpassé celle du T-Rex, dont la force était de 6 tonnes. Mystérieusement, personne ne sait exactement quand et comment le mégalodon s'est éteint. Cependant, plusieurs théories circulent pour expliquer comment cela a pu se produire. Le mégalodon s'est éteint à la fin du Pliocène, qui était une phase de refroidissement global qui s'est étendue sur plus de 5 millions d'années et s'est terminée il y a plus de 2,6 millions d'années. De nouvelles preuves suggèrent que le dernier mégalodon a vécu il y a au moins 3,6 millions d'années en plein milieu de l'ère Pliocène. Une autre théorie affirme que ces mégarequins ont disparu à cause du changement de température de la Terre survenu au Pliocène. Lorsque la Terre s'est refroidie, les eaux tropicales des océans du monde entier ont chuté à des températures plus froides. Les scientifiques pensent que cela a entraîné l'extinction d'un tiers de tous les grands animaux marins, ce qui signifie que la source d'alimentation du mégalodon a été massivement réduite. Sans beaucoup de proies à chasser, le mégalodon s'est inévitablement éteint. Les mégalodons donnaient naissance à leurs petits dans les eaux proches du rivage. Les eaux côtières peu profondes constituaient une nurserie parfaite pour les requins nouveau-nés, les tenant éloignés des grands prédateurs qui rôdaient dans les eaux libres. Lorsque la glace s'est formée autour des pôles de la Terre et que le niveau des mers a baissé, ces terrains de mise bas ont été détruits. Les petits du mégalodon n'auraient eu d'autre choix que de nager dans les eaux profondes de l'océan, ce qui les aurait rendus plus vulnérables aux dangereux prédateurs. Une nouvelle théorie suggère que l'explosion d'une étoile, appelée supernova, pourrait être responsable de l'extinction du mégalodon. Il y a environ 2,6 millions d'années, une supernova située à plus de 150 années-lumière de la Terre a illuminé le ciel préhistorique et s'y est attardée pendant des mois. Quelques centaines d'années après que la supernova se soit estompée, des particules d'énergie cosmique provenant de l'explosion de l'étoile sont tombées sur la Terre. Ces particules d'énergie transportaient des quantités dangereuses de radiation. Les chercheurs pensent que ces radiations auraient pu provoquer l'extinction massive de nombreux animaux marins, dont le mégalodon. Les radiations des particules s'étendaient sur des centaines de mètres dans l'océan et étaient plus dangereuses pour les plus grosses créatures que pour les plus petites. Plus la créature est grande, plus elle absorbe de radiation. Or, le mégalodon de 20 mètres de long était bien assez grand pour absorber de grandes quantités de radiation. Certaines personnes pensent que le mégalodon est encore vivant aujourd'hui, tapi dans les profondeurs des eaux de l'océan. Mais il est peu probable que ce soit vrai. Les mégalodons sont une espèce d'eau chaude, ce qui signifie qu'ils seraient incapables de survivre dans les eaux froides de l'océan profond. La plupart des proies potentielles du mégalodon vivent dans des eaux moins profondes, ce qui signifie qu'il y aurait très peu de choses à manger pour le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. Pour faire simple, s'il y avait un animal aussi gros que le mégalodon vivant encore aujourd'hui, nous l'aurions déjà repéré. Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. Deux des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers. Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ?
Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon? Le Kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaë. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmar. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciel du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnants. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken, mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au Point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili, et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent « Vers l'éternité ». Le Kraken prend le dessus, et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi. Mais il faudra attendre 2 jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du Kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le Kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Erlaë. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue, et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le Kraken, et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le Kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leur descendance, elles viennent de tout l'océan pour aider le Kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues,
Des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné? A-t-il eu peur? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout, tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité des Erlai s'élève du fond de la mer. Le kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Nemo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour 1000 années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ces coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Nemo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le bloop et peut être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ? Au cours des 30 dernières années, les scientifiques ont fait une incroyable découverte d'une nouvelle créature vivant profondément sous la surface de l'océan. Le nom de cette créature est l'éponge harpe. Si tu te demandes pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir cet animal, il faut savoir qu'il vit généralement à une profondeur d'environ 3400 mètres sous la surface de l'océan. Cette espèce d'éponge a été découverte pour la première fois au large de la Californie grâce à un robot suffisamment solide pour explorer ces profondeurs extrêmes que l'océan a à offrir. C'est sans aucun doute une zone de la planète où même les créatures à l'apparence la plus bénigne peuvent être potentiellement dangereuses. Et les scientifiques ont été surpris de constater que cette créature était bien plus qu'une simple éponge. Cela peut sembler évident, mais l'éponge harpe a été baptisée ainsi parce que sa structure de base, appelée aube, a la même forme qu'une harpe. Chaque aube est composée d'une branche horizontale soutenant plusieurs branches verticales parallèles. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparence fantaisiste et amusante de l'éponge harpe, ou par son joli nom. C'est un redoutable chasseur des profondeurs. Elle a une capacité unique de capturer et d'envelopper de petits animaux à l'aide de ses rhizoïdes, des fibres courtes et fines. Grâce à elle, l'éponge harpe s'accroche au fond vaseux et mou de l'océan et attrape les minuscules créatures qui se retrouvent prises dans ses branches par les courants des profondeurs.
D'autres créatures spongieuses se nourrissent souvent en prélevant des bactéries et des morceaux de matière organique de l'eau de mer et en les filtrant à travers leur corps. Mais pas notre éponge-harpe. Au lieu de cela, elle attrape son futur repas avec de minuscules crochets barbelés qui recouvrent chacune de ses branches. L'éponge-harpe a une préférence pour les petits crustacés comme les crabes, les écrevisses et les crevettes. Une fois qu'elle en tient un dans ses griffes, elle enveloppe l'animal d'une fine membrane avant de commencer à le digérer lentement. Les chercheurs pensent que l'éponge-harpe utilise cette méthode d'alimentation car il n'y a pas assez de nutriments en profondeur. Cela rend l'alimentation traditionnelle par filtrage des particules moins efficace. Les recherches ont montré que cette créature est encore en train d'évoluer. Les premières éponges-harpes que les chercheurs ont trouvées n'avaient que 2 aubes. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens qui avaient 6 aubes. L'éponge-harpe pourrait avoir évolué vers cette structure élaborée, ressemblant à un bougeoir, pour augmenter sa surface. En général, les éponges-harpes atteignent une taille de 30 cm, mais les chercheurs en ont trouvé une qui en faisait le double. L'éponge-harpe est aussi belle que rare. Tu vois ces petites boules blanches au sommet des branches ? Maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur d'autres créatures qui vivent sous la zone photique des océans de la Terre ? Il s'agit de la zone située sous la surface de l'océan qui reçoit encore un peu de lumière du soleil. Grâce à cela, de nombreux organismes et créatures y prolifèrent. Tout animal vivant au-delà de cette zone est considéré comme une créature abyssale. Le ver Annelide tomopteris est un ver segmenté que l'on trouve dans la zone crépusculaire de l'océan. Il s'agit de la zone qui se trouve entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ces créatures ne font souvent pas plus de 2,5 cm de long, mais les plus grandes d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Lorsqu'ils nagent et se nourrissent, ces vers effectuent ce que les chercheurs décrivent comme une incroyable danse. En effet, ils peuvent nager à grande vitesse et opérer très facilement des virages à des angles serrés. Lorsqu'on entend le mot « ver », on pense généralement au ver de terre commun. Il est donc intéressant de savoir qu'il existe un ver des profondeurs qui ne sort jamais de l'eau de toute sa vie. La plupart d'entre nous essaient d'éviter le contact avec les méduses échouées sur le sable ou celles qui nagent près de la surface. Mais tu ne risques pas de rencontrer la méduse Crossota, qui est aussi une créature abyssale. Cette magnifique méduse est généralement de couleur rouge rubis, orange vif ou violet électrique. C'est ce qui a permis aux chercheurs de réaliser qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce de méduse. La créature atteint une taille maximale de 2,5 cm de diamètre. Elle a des tentacules qui s'étendent dans toutes les directions. Si tu t'en approches, elle rassemblera tous ses tentacules vers son corps avant de s'éloigner rapidement à la nage pour éviter le danger. La méduse Crossota est extrêmement rare, tu ne la verras pas très souvent, et tu devras peut-être utiliser le robot de plongée profonde dont on a déjà parlé. Maintenant, si les vers et les méduses peuvent sembler tout à fait inoffensifs, ce n'est pas le cas du poisson vipère du Pacifique. Cette créature est équipée d'une très grande bouche, et ses dents en forme d'aiguille sont la clé de sa stratégie de chasse. Le poisson vipère du Pacifique vit à environ 1500 mètres sous la surface de l'océan. Mais il fait partie des nombreux animaux marins qui migrent chaque nuit des profondeurs vers des eaux moins profondes pour se nourrir. Et qu'y a-t-il au menu d'aujourd'hui ? Beaucoup de petits poissons et de crevettes. La créature peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Ses 2 crocs avant, qui se dressent sur sa mâchoire inférieure, juste devant ses yeux, sont particulièrement spectaculaires. Lorsque le poisson décroche sa mâchoire, sa bouche peut s'ouvrir assez largement pour engloutir de plus petits animaux. Et sa dentition forme une sorte de cage qui empêche toute fuite. Tu as déjà vu une créature sous-marine qui ressemble à une fraise ? Oui, ça existe. Regarde ces petits points sur le calmar fraise. Cette créature a un gros œil et un autre plus petit. On pourrait croire que c'est gênant et inconfortable, mais c'est en fait tout le contraire. Le grand œil gauche regarde vers le haut, il repère les ombres projetées par d'autres animaux dans les eaux peu éclairées au-dessus, et sa forme tubulaire l'aide à collecter autant de lumière que possible. De l'autre côté de la tête du calmar, tu peux voir son œil droit. Il est petit et regarde vers le bas. Cet œil recherche les flashs de bioluminescence produits par les animaux qui se cachent dans les eaux plus sombres en dessous. La bioluminescence désigne la production et l'émission de lumière par des organismes vivants. Au fait, ce calmar a un surnom. Il est connu sous le nom de calmar qui louche. Cela est simplement dû à la différence de taille remarquable entre ses 2 yeux.
Comme la lumière n'atteint pas les profondeurs de la mer, le corps du calmar-fraise semble noir. Cela l'aide à se cacher de ses prédateurs comme les requins et les dauphins. En général, le calmar-fraise atteint une longueur de 13 cm. Il vit à environ 900 mètres sous la surface, mais nage vers des eaux moins profondes la nuit. L'étoile à plumes est une créature marine sans colonne vertébrale, mais avec des membres en forme de plumes qui rayonnent à partir du centre de son corps. Cette créature est apparue pour la première fois il y a environ 200 millions d'années. Apparentée aux étoiles de mer, elle ressemble à une fleur. Mais si tu t'en approches, elle s'éloigne rapidement à la nage. Mais toutes les étoiles à plumes ne savent pas nager. De nombreuses espèces ne peuvent que ramper sur le fond de la mer. Comme certaines des autres créatures des profondeurs que nous avons examinées, l'étoile à plumes peut s'adapter à son environnement. Elle a la capacité effrayante de se débarrasser de ses membres, de la même façon que certains lézards peuvent se débarrasser de leur queue. Cela l'aide aussi probablement à échapper à ses ennemis. Les étoiles à plumes vivent partout dans le monde, de l'équateur au pôle, du sommet des récifs des eaux peu profondes aux profondeurs abyssales de la mer. Dans la catégorie des créatures mystérieuses, le nom de celle-ci est tout à fait approprié. Le vampire des abysses pourrait être le symbole officiel de la faune des profondeurs. Il a un corps rouge foncé, d'énormes yeux bleus et une toile semblable à une cape qui s'étend entre ses 8 bras. Ses caractéristiques ainsi que son nom peuvent suggérer que la créature est une sorte de chasseur terrifiant. Mais en réalité, le vampire des abysses est une créature timide au corps mou, de la taille, de la forme et de la couleur d'un ballon de football américain. Il atteint une longueur d'environ 30 cm et vit à 900 mètres sous la surface. Il n'y a presque pas d'oxygène à cette profondeur, mais aussi relativement peu de prédateurs. Il y a 450 millions d'années, non, je n'étais pas là à l'époque, le niveau de la mer était plus élevé, les récifs coralliens commençaient à se former, le climat de notre planète était stable et chaud, et les dinosaures n'existaient pas encore. C'est à cette époque que sont apparus les poissons avec des os et des mâchoires que nous connaissons sous le nom de requins. Depuis lors, ils dominent les océans et font fuir de peur les autres créatures de la mer. Beaucoup d'entre elles, comme les grands requins blancs, ont évolué et se sont adaptées à la vie en haute mer comme prédateurs et occupent une position assez élevée dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, il y a moins de diversité qu'avant, notamment à cause de la chute d'un astéroïde à l'époque des dinosaures. Après avoir réduit le nombre d'espèces de requins, seuls les petits requins des eaux profondes qui se nourrissaient principalement de poissons ont survécu. Et avec le temps, ils ont commencé à grossir. Près de la surface, les requins comme les macos ou les grands requins blancs ont appris avec le temps à se déplacer plus vite et ont pris une couleur entre le gris et le bleu pour se fondre dans leur environnement. Le requin chabot osselet peut même marcher sur la terre ferme. Il ne peut pas se promener sur la plage parce qu'il ne peut pas respirer en dehors de l'eau, mais il vit sur des plaines de corail dans des eaux tropicales peu profondes, ce qui lui permet de marcher en rampant. Mais dans les profondeurs, il existe des espèces de requins mystérieux, aux allures d'extraterrestres, souvent énormes, qui ne sont pas remontés à la surface, ce qui explique qu'il n'ait pas eu besoin de s'adapter à un nouvel environnement et à des conditions différentes. Ces animaux n'ont pas beaucoup changé au fil du temps, ce qui en fait des fossiles vivants. La plupart de ces créatures n'ont pas 5 fentes branchiales, comme la plupart des autres, mais 6 ou 7. C'est parce qu'il y a moins d'oxygène à mesure que l'on descend dans l'océan, et qu'elles ont donc besoin de plus de fentes branchiales. Les requins de surface, eux, ont au contraire évolué pour en avoir moins. Les requins à 6 branchies sont les requins les plus primitifs que nous ayons aujourd'hui. Leur squelette ressemble à celui d'anciens requins disparus, et ils ne peuvent survivre que dans des eaux très profondes. Comme les chats, les requins ont une couche de cellules réfléchissantes placée à l'intérieur de leurs yeux, ce qui leur permet de mieux voir dans l'obscurité, dans les eaux profondes ou dans les eaux troubles. Les requins de surface, eux, ont de grands yeux, car ils ont évolué pour chasser à la lumière du soleil. Ils ont donc tendance à se fier à leur vision. Ceux qui vivent dans les eaux peu profondes ont des petits yeux afin de pouvoir se protéger du sable. Comme d'autres créatures des profondeurs, les requins à 6 branchies ont aussi de plus grands yeux pour capter le plus de lumière possible. Ils ont plus de bâtonnets détecteurs de lumière, mais ne distinguent cependant pas très bien les couleurs. Dans la zone crépusculaire de l'océan, avec un minimum de lumière solaire, il existe quelques espèces de requins bioluminescents. Ils ne captent pas la lumière dans leurs yeux, mais la produisent ou la réémettent avec leur corps. Leur peau ou leurs organes possèdent des cellules spécialisées qui produisent une douce lumière bleu-vert. Les créatures des profondeurs qui produisent leur propre lumière le font pour attirer leur proie, dissuader les animaux de les poursuivre ou, selon les scientifiques, pour communiquer entre elles.
Cela peut même les aider à se camoufler. Elles le font en cachant leur silhouette aux animaux qui les poursuivent. Elles produisent suffisamment de lumière pour se fondre dans leur environnement. La plus grande créature sous-marine phosphorescente est le requin taupe bleu. On le trouve en train de nager à 300 mètres sous le niveau de la mer, se nourrissant de poissons de fond ou de petits requins. Il peut atteindre près de 183 cm de long et vit à 1000 mètres sous le niveau de la mer. Les requins des profondeurs sont également plus grands que ceux de la surface. Le requin du Groenland peut mesurer jusqu'à 7,3 mètres de long, soit plus qu'un grand requin blanc. Il existe un phénomène appelé gigantisme abyssal. Les créatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan, pauvres en nutriments, grossissent, parce que de cette manière elles souffrent moins de déperdition d'énergie et de chaleur. Le requin du Groenland passe sa vie au ralenti. Il a un métabolisme lent et peut passer de très longues périodes sans nourriture. Grâce à ce rythme particulier, il a évolué pour vivre jusqu'à 500 ans à des profondeurs de 2200 mètres. Les requins des eaux peu profondes attrapent leur proie en se fiant à leur agilité et à leur vitesse. Mais pour eux, c'est plus facile, car il y a beaucoup de nourriture à la surface. Les requins des profondeurs qui ont moins de nourriture et un rythme de vie plus lent ont dû développer un style différent. Ils sont plus opportunistes, ne sont pas difficiles et ne se soucient pas de savoir si leur futur repas est vivant ou non. Ils mangent ce qu'il y a, point. Le requin lézard est un autre fossile vivant issu des profondeurs les plus sombres. Il n'a pas beaucoup évolué au fil du temps et il est l'un des derniers de son espèce, tous ses cousins ayant déjà disparu. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, se nourrit principalement de calamars et attrape d'autres requins et poissons. Il ressemble à un dinosaure avec un visage en forme de serpent, un corps long, lisse et fin qui se déplace comme un reptile. Il peut se propulser grâce à la puissance de sa queue et s'enrouler comme un serpent. Il ne nage pas en ligne droite comme les autres requins. Le squalene féroce peut mesurer jusqu'à 50 cm. Il doit son nom en anglais Cookie Cutter Shark, soit requin mangeur de cookies, à la façon dont il se nourrit. Il croque de petits morceaux. Il s'agit d'une créature parasite, ce qui signifie qu'il se nourrit d'animaux plus grands mais les laisse en vie. Il a des dents pointues et avale parfois exprès celles qui tombent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait qu'ils vivent dans les profondeurs, qui sont pauvres en nutriments. S'ils avalent leurs dents, ils peuvent recycler le calcium et d'autres matières qu'elles contiennent. Le squale bouclé du Pacifique est une créature rare et singulière, dotée de nombreuses denticules en forme d'épines et de 2 petites nageoires dorsales. Il vit principalement dans les profondeurs de la région du Pacifique, jusqu'à 580 mètres. Les requins fantômes ne sont même pas de vrais requins, mais des poissons étroitement apparentés à ces derniers et aux raies. Ils ont de grandes nageoires pectorales et pelviennes, 2 nageoires dorsales, de très grands yeux et, contrairement à leurs cousins, une seule ouverture branchée à l'externe. Les requins fantômes ont une queue fine, sont de couleur argentée et noirâtre et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Ils vivent parfois dans les rivières et les eaux côtières, mais aussi dans les profondeurs de l'océan, à 2500 mètres ou plus. Ce sont des nageurs pas très doués. Ils ont donc tendance à se nourrir d'invertébrés et de petits poissons. Les requins lutins. Alors qu'ils nagent dans les profondeurs de la mer, cet affreux requin au corps flasque aperçoit soudain un petit calamar innocent. Il se dirige vers lui, mais son repas potentiel le remarque et se déplace rapidement pour s'éloigner. Au début, le plan semble pouvoir fonctionner. Mais le requin sort soudainement sa mâchoire de sa gueule et attrape le pauvre petit calamar en 1 seconde. Une fois le repas terminé, l'animal remet simplement sa mâchoire dans sa bouche et s'en va comme si de rien n'était. Cela est possible car sa mâchoire est reliée à des lambeaux de peau de 7,5 cm de long, ce qui lui permet de la déployer à partir du museau. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser jusqu'à 210 kg. Les scientifiques pensent que ces requins sont surtout actifs le matin et le soir. Ils possèdent un long museau proéminent et des organes sensoriels spécifiques. Ils les utilisent pour détecter les champs électriques dans les sombres profondeurs des océans. Le requin plané est une sorte de requin vache. Il est brun en passant par le gris argenté sur le dessus, blanc en dessous, des taches noires et blanches, avec un corps épais, une petite nageoire dorsale et un museau large et pointu. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et vit principalement à des profondeurs de 570 mètres. Mais tu peux également le trouver dans les canaux profonds des baies. Il peut être agressif envers les humains s'il est provoqué. Alors abstiens-toi, vraiment. Comme la plupart des créatures des profondeurs, c'est un chasseur opportuniste qui n'est pas très difficile, mais qui aime s'attaquer aux dauphins, aux phoques, aux marsouins et aux autres animaux marins. Les requins à grande gueule vivent principalement à des profondeurs de 4600 mètres et passent la plupart de leur temps dans l'obscurité. Comme moi, les scientifiques l'ont découvert en 1976, car ils se rapprochaient de la surface la nuit pour se nourrir de zooplancton.
c'est le seul moment où ces requins vont à la surface. Pendant la journée, ils retournent dans leur profondeur tranquille, sombre et mystérieuse. Ce sont des filtreurs, ce qui signifie qu'ils gardent leur bouche grande ouverte pendant qu'ils nagent afin de filtrer les planctons qu'ils aiment manger. Des organes produisant de la lumière se trouvent à l'intérieur de leur bouche, ce qui attire les proies potentielles comme les crustacés pélagiques. Ces requins vivent dans les parties profondes de l'océan, mais il est rare de les trouver à moins de 3 km de profondeur. Les scientifiques pensent que d'autres poissons plus forts et dotés d'eau les ont supplantés. Les parties profondes des océans se sont oxygénées il y a environ 70 millions d'années, et les requins sont là depuis bien plus longtemps. Mais les poissons osseux se sont adaptés et ont trouvé des moyens efficaces d'utiliser l'oxygène, alors que les requins ont été lents à s'adapter et ont donc perdu la bataille. En outre, les profondeurs océaniques sont beaucoup plus froides, ce qui constitue un défi pour les poissons et les autres animaux à sang froid, car la vitesse de leur métabolisme dépend largement de la température extérieure. L'eau bouillonne sous le bateau de pêche comme si quelque chose allait sortir de l'eau. Ça se rapproche de plus en plus. Soudain, tu vois des mâchoires géantes et des dents étincelantes. Quelques secondes plus tard, un énorme requin saute hors de l'eau et fracasse le bateau. C'était le mégalodon, le plus grand poisson qui ait jamais existé sur Terre. Pendant longtemps, nous avons imaginé le mégalodon comme ça, une version agrandie du grand requin blanc. Mais les scientifiques continuent de débattre sur son apparence. À ce jour, ils sont toutefois d'accord pour affirmer que l'image que nous avions de ce requin géant était fausse. Voici les données dont les scientifiques sont sûrs. Taille, environ 15 mètres de long, soit autant qu'un bus scolaire ou qu'une rame de métro, et 8,5 fois la taille d'un adulte moyen. Comparons maintenant avec le requin blanc moderne. Le mégalodon est 3 fois plus grand, mais ce n'est qu'une estimation approximative. Nous n'avons pas de squelette entièrement préservé du mégalodon, car il ne possédait pas d'os, mais du cartilage. Il n'en est pas resté grand-chose au cours des 3,6 millions d'années qui ont suivi l'extinction des mégalodons. Tout ce qui a survécu, ce sont des dents et quelques vertèbres. En comparaison, les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais leurs os solides sont parfaitement conservés et nous avons de nombreux spécimens différents de leur squelette. Les scientifiques ont calculé la taille du mégalodon d'après ses dents et sa mâchoire. Ceci est une dent. Elle mesure environ 18 cm de long, soit davantage que la paume de ta main, et 3 fois la taille des dents d'un requin blanc moderne. La mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large et comportait 5 rangées de dents. Au total, 276 crocs acérés comme des lames de rasoir. Les autres restes préservés sont la colonne vertébrale. Elle se compose de 150 vertèbres, chacune large de 15 cm. Elles contiennent beaucoup de calcium, car le mégalodon aimait le lait frais. Ah non, c'est parce que ces vertèbres devaient soutenir l'énorme masse du requin géant. À partir de ces fossiles, les scientifiques ont créé un modèle et ont calculé une taille approximative du mégalodon. Mais il aurait difficilement pu s'avérer plus grand, c'est une question de respiration. Plus le poisson est gros, plus il a besoin d'oxygène. Cela signifie que la surface des branchies doit être plus grande. Ce sont les organes qui filtrent l'eau et collectent l'oxygène. Si le mégalodon avait été plus grand, il aurait eu du mal à respirer. Les scientifiques pensent donc que 15 mètres était la taille maximale pour un individu. Mais en moyenne, la plupart faisaient 1 ou 2 mètres de moins. Ouf! Maintenant parlons du poids. En moyenne, un mégalodon pesait environ 30 à 35 tonnes. En comparaison, un requin blanc pèse 1 tonne, donc 30 à 35 fois moins. Facile. Avec ses 7,5 tonnes, un bus scolaire est 4 fois plus léger. Le poids d'un mégalodon peut être comparé à celui d'un Boeing 737 vide. Mais la baleine bleue moderne bat le mégalodon en taille et en poids. 30 mètres de long contre 15, presque 2 fois plus longue, et le poids de la baleine bleue est d'environ 180 tonnes, soit l'équivalent de 6 mégalodons, ou de 6 avions de ligne, ou encore de 33 éléphants adultes si tu aimes les comparaisons. Maintenant abordons la question de l'apparence du mégalodon. Les scientifiques pensent qu'il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait très probablement à un requin taureau géant. Son museau est aplati et ses yeux sont petits. Ses nageoires dorsales sont rejetées vers l'arrière. Le requin taureau en possède 2 de taille similaire. Sa couleur tire vers le brun clair avec un ventre blanc. Il a peut-être aussi eu des taches brun-rouge sur tout le corps, de même que son homologue moderne. Dès la première découverte de ces fossiles, on a pris l'habitude de considérer le mégalodon comme un monstre effrayant. C'était à l'époque de la Renaissance. Les gens ont trouvé des dents prisonnières des rochers. Au début, on pensait que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent.
Et voici le premier dessin de ce à quoi était censé ressembler leur propriétaire. Un museau massif avec un nez effrayant et un tas de dents tranchantes comme des rasoirs. Nous avons également des preuves que les mégalodons étaient de féroces chasseurs, trônant au sommet de la chaîne alimentaire. Le premier outil de combat de leur arsenal était le coup de bélier. Mais le mégalodon était un nageur lent. Il ne pouvait accélérer que jusqu'à 18 km/h. En comparaison, le requin blanc moderne peut atteindre 50 km/h une fois lancé après son déjeuner. Le nageur humain, le plus rapide, ne peut faire que 10 km/h. Bonne chance pour échapper à un requin. Mais le mégalodon avait une masse incroyable. Bien que lent, son coup de bélier avait une puissance énorme. Le mégalodon devait prendre sa proie par surprise, si bien qu'il n'avait qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il mettrait trop de temps à faire un second tour. La manœuvrabilité du mégalodon était comparable à celle d'un gros camion. Mais si le coup de bélier réussissait, la proie était étourdie et ne pouvait plus bouger. À ce moment-là, le mégalodon visait les endroits vulnérables, comme les nageoires et la queue de sa proie. Les scientifiques ont trouvé de nombreux restes d'anciennes baleines, présentant des marques de dents du mégalodon. Il s'avère que le requin géant savait où se trouvaient les organes vitaux de sa proie et pouvait les atteindre. Lorsque la proie était immobilisée, le mégalodon découvrait ses dents. Une personne adulte aurait facilement pu entrer dans sa mâchoire ouverte à pleine hauteur. Et selon diverses estimations, la force de morsure du mégalodon était de près de 11 tonnes. Imagine le poids de 3 SUV concentrés au bout d'une dent pointue. C'est 9 fois la puissance de la plus grande morsure de requin blanc et 6 fois la puissance du détenteur du record moderne de morsure, le crocodile marin. Jette un coup d'œil à cette carte indiquant où les restes du mégalodon ont été trouvés. Amérique du Sud et du Nord, Europe, Asie, Australie. Il était le maître de toutes les mers et était à l'aise partout sur notre planète. Nous avons même trouvé des restes du requin géant dans des sédiments d'eau douce. Peut-être n'avait-il pas peur d'entrer dans les rivières pour chasser. D'autres scientifiques affirment que le mégalodon n'était peut-être même pas un prédateur. Tout cela à cause de sa taille. Il ne pouvait pas nager rapidement. Il ne pouvait même pas faire de course sprint comme le requin blanc. Si une proie essayait de s'échapper, le mégalodon ne prenait même pas la peine de la poursuivre car il ne pourrait jamais la rattraper. Un autre problème est le squelette du mégalodon. Le cartilage est plus faible que les os. La musculature du requin géant n'était donc pas si robuste. Le mégalodon était peut-être même un charognard qui ne se battait jamais. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces anciens requins se sont éteints. Les mégalodons aimaient les eaux chaudes et peu profondes avec des températures au-dessus de 12 degrés. Mais il y a plus de 3 millions d'années, le climat s'est refroidi. Cela a privé les mégalodons de territoire et d'une nourriture abondante. Les baleines primitives, qui avaient constitué le principal régime alimentaire des requins géants, ont commencé à disparaître. Des prédateurs plus rapides se sont accaparés le reste de la nourriture. Le mégalodon a commencé à mourir de faim. Dans l'évolution, un nouvel acteur est entré en scène, les baleines à dents, ancêtres des orques modernes. Elles vivaient en meute et avaient un cerveau plus gros que celui du mégalodon. Alors, au fil du temps, elles ont commencé à le concurrencer. Elles ont profité de sa maladresse. Un groupe d'orques pouvait facilement concurrencer un requin géant. De nombreux scientifiques pensent que c'est là la raison de la disparition du plus grand requin du monde. Mais il existe des théories selon lesquelles le mégalodon est toujours vivant et erre dans les eaux sombres de notre planète. Plusieurs pêcheurs australiens auraient rencontré un requin d'une taille incroyable. Mais personne ne peut confirmer ces témoignages. Des partisans de cette théorie pensent que ces requins géants pourraient se cacher dans les eaux profondes, loin des yeux des humains. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, qui est l'endroit le plus profond de notre planète, plus profonde encore que le mont Everest n'est élevé. Et on y a même trouvé les dents d'un mégalodon. Mais la science affirme qu'un tel requin géant ne pourrait pas vivre dans la fosse des Mariannes pour de nombreuses raisons. Et la première, c'est qu'il y fait trop froid. Le mégalodon était probablement un poisson à sang froid. Il devait donc utiliser la chaleur de son environnement pour survivre. Or, l'eau de la fosse des Mariannes est très froide, environ 4 degrés. C'est parce que plus on descend en profondeur, moins la lumière du soleil y pénètre. La deuxième raison est la pression. Chaque fois que l'on s'enfonce de 10 mètres, la pression augmente d'une atmosphère. C'est-à-dire qu'à une profondeur de 30 mètres, l'eau te presse 3 fois plus fort qu'à la surface. Les muscles et le cartilage faible du mégalodon ne lui permettraient pas de plonger si profondément dans la fosse des Mariannes. Et enfin, le point plus important, la nourriture. Plus on s'éloigne de la surface de l'océan, moins il y a d'organismes vivants. Les mégalodons avaient pour habitude de manger des baleines primitives de 3 à 6 mètres. Seuls de petits poissons vivent dans la fosse des Mariannes. Un mégalodon ne serait jamais capable d'en attraper un. Or, à en juger par sa taille, tout ce que le mégalodon faisait de ses journées, c'était manger, puis chercher à nouveau de la nourriture.
compare son poids à celui d'un humain. Un humain moyen doit consommer environ 2000 calories par jour pour un poids moyen d'environ 80 kg. Le mégalodon pesait 470 fois plus et avait donc besoin de beaucoup plus de calories. Donc même tous les poissons qui peuplent la fosse des Mariannes pourraient difficilement nourrir un mégalodon, même pour quelques jours. Bref, toutes ces théories sont loin d'être fondées, mais quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux être prudent en mer, n'est-ce pas ? Un groupe de dauphins joue gaiement près de la surface de l'eau dans l'océan Pacifique Nord par une journée ensoleillée. Ils s'éclatent autant que possible, jusqu'à ce que l'eau se mette à onduler. Les vagues sont de plus en plus fortes, comme si un tsunami ou un volcan sous-marin se préparait à faire rage. Leur instinct leur conseille de partir au plus vite, mais ils ne savent pas dans quelle direction nager pour être en sécurité. Soudain, un énorme rugissement emplit l'air. L'eau jaillit avec violence et une baleine géante fait irruption dans les airs. Coucou maman! Mais attends, ce n'est pas une baleine, c'est un ichthyosaure. Un monstre gigantesque, semblable à un dragon des mers, qui vivait à la période triasique. Il mesure 17 effroyables mètres de long et pèse 45 tonnes. Il n'a pas l'air très différent d'un dauphin, mais ce monstre marin n'est pas leur cousin. Les dauphins se dispersent dans les profondeurs. Heureusement pour eux, l'ichthyosaure ne cherche pas à faire de son déjeuner. Il ne fait que jouer lui aussi. Cette espèce particulière est bien plus friande de mollusques marins, de petits poissons et de calmars. Mais comme il n'y a rien en vue, il disparaît à nouveau sous la surface, nageant majestueusement en ondoyant de ses énormes nageoires et de sa longue queue en forme d'anguille. Il parcourait autrefois la Terre, mais comme d'autres reptiles terrestres préhistoriques, parmi lesquels les baleines et les dauphins modernes, il est retourné à la mer et a évolué pendant des millions d'années. Ses membres se sont transformés en nageoires. Certaines espèces avaient même des doigts sur leurs nageoires. On aurait presque pu les prendre pour des mains humaines. Salut toi! Ils pouvaient également être dotés d'une nageoire dorsale. Leur tête était pointue et leur mâchoire garnie de dents coniques, parfaites pour attraper de petites proies. Ils avaient de grands yeux, probablement afin de bien voir dans les eaux les plus profondes. Leur nageoire caudale leur donnait une puissance considérable. Comme d'autres créatures marines, ils respiraient l'air de la surface et avaient le sang chaud. Ils étaient élancés et aussi beaux que certaines des plus belles créatures océaniques d'aujourd'hui. Inopinément, un vortex temporel sous-marin s'ouvre devant l'animal, aspirant tout sur son passage comme un trou noir. L'ichthyosaure disparaît à l'intérieur en s'agitant dans tous les sens, incapable de contrôler son voyage vers un passé lointain. Il se voit bientôt rejeté dans son propre temps naturel, à la période du Trias, au début de l'ère des dinosaures, il y a environ 247 millions d'années. Il nage avec d'autres animaux de son espèce. Il vivait en troupeau ou en groupe de chasseurs. Bien que différentes créatures aient évolué dans le monde entier, comme le Mixosaurus, plus petit, restons avec celui-ci car il finira par se retrouver dans les mains de l'homme moderne. Du point de vue de l'évolution, les ichthyosaures ont vécu très longtemps, des millions d'années. De nombreux facteurs complexes expliquent leur extinction, mais en termes simplistes, les changements environnementaux ont entraîné le déclin des petits groupes alimentaires ainsi que l'apparition de prédateurs plus brutaux. Aussi, certains poissons avaient évolué et étaient devenus trop rapides pour l'ichthyosaure. Nous allons donc laisser notre pauvre ami ici, incapable de trouver suffisamment de nourriture et vaincu par une concurrence féroce. Il est affamé, fatigué et faible. Il dérive simplement au gré des courants et finit au fond de l'océan. Des millions d'années ont passé. Au cours du Trias et du Jurassique, le niveau des mers a progressivement baissé, exposant de vastes régions désertiques. La région sur laquelle nous nous concentrons est aujourd'hui le Nevada, dans la partie occidentale des États-Unis. Pendant la période du Crétacé, une chaîne d'îles volcaniques s'est formée. Les bouleversements géologiques ont continué, transformant les fonds de l'océan en nos montagnes modernes. Incrustées dans la roche, et oui, tu l'as deviné, on a trouvé non seulement d'anciens invertébrés, mais aussi des créatures plus récentes. Par exemple, des mammouths et des paresseux géants. Toute une incroyable faune. Mais nous ne sommes pas ici pour eux aujourd'hui. Découvrons plutôt ce qui est arrivé à notre ami. Faisons donc un nouveau saut dans le temps jusqu'en 1998. Lieu,
les Augusta Mountains du nord-ouest du Nevada, ou plus précisément un endroit appelé Fossil Hill. Quelques vertèbres dépassaient de la roche. Les chercheurs ont pu déterminer à quelle créature elle appartenait. Clairement, elle était énorme. Elle était tellement enfoncée dans la roche et si complexe que son excavation a pris de nombreuses années. En septembre 2011, les chercheurs ont trouvé d'autres parties bien conservées de la tête, son crâne, ses membres antérieurs et sa cage thoracique. Ce n'est qu'en 2015 que l'ichthyosaure géant a fini d'être extrait. Parmi les fossiles, il y avait un crâne de la taille d'un homme adulte, une épaule et un appendice ressemblant à une nageoire. Et il a fallu un hélicoptère pour déplacer tout ça. L'équipe a nommé la nouvelle espèce Cymbospondylus jungorum. Cymbospondylus est un mot grec qui signifie colonne vertébrale. Mais appelons notre ichthyosaure Cymbo, car il faut bien lui donner un nom et ce sera plus simple pour tout le monde. Il faut avouer que le nom original n'est pas très facile à prononcer. Cymbo fut transporté jusqu'au musée d'histoire naturelle de Los Angeles, puis expédié à l'université de Bonn, en Allemagne. Son étude a été entreprise par le paléontologue Martin Sander et ses collègues, en collaboration avec l'université de Mayence. C'était une découverte unique et vraiment enthousiasmante, car notre reptile marin était le plus grand animal de cette période qu'on ait jamais trouvé. D'après ce que nous savons, a déclaré Martin Sander, il s'agit même de la première créature géante à avoir vécu sur Terre. Tu peux considérer Cymbo comme le T-Rex sous-marin de son époque. Il est également remarquable car son espèce n'a vécu que 3 à 5 millions d'années après un épisode d'extinction massive, connu sous le nom d'extinction permienne. Cela s'est produit il y a environ 252 millions d'années. L'événement a éliminé environ 90% des formes de vie de la planète. Quelle en fut la cause ? La version courte est une augmentation des températures et une acidification accrue des océans. Lorsqu'une partie de la chaîne alimentaire s'éteint, cela provoque un effet domino comme tu peux l'imaginer. Bientôt, il ne reste plus grand-chose à manger et seuls les plus robustes peuvent survivre. L'atmosphère présentait également des niveaux élevés de dioxyde de carbone. Selon certaines théories, ce sont des éruptions volcaniques géantes qui ont causé cela, à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les Traps de Sibérie. Ce fut la plus grande éruption volcanique des 500 derniers millions d'années. Les éruptions ont duré 2 millions d'années. De grands volumes de lave basaltique ont recouvert une grande partie de la Sibérie. Aujourd'hui encore, le site est recouvert d'environ 3 millions de kilomètres carrés de roches basaltiques. Selon d'autres théories, c'est un astéroïde qui aurait provoqué l'extinction permienne, plutôt que les volcans. Quoi qu'il en soit, le résultat a été le même et 81% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres de la planète ont disparu. Il y a eu de nombreuses extinctions massives au cours de la préhistoire, mais la taille et l'existence de Cymbo sont extraordinaires en considération de l'extinction permienne. Il fallait généralement 9 millions d'années pour qu'une espèce se rétablisse et atteigne une telle taille, mais notre cher ami n'a eu besoin que de la moitié de ce temps. À l'aide de modèles informatiques sophistiqués, les chercheurs ont analysé le réseau alimentaire qui couvrait vraisemblablement la zone aujourd'hui connue sous le nom de Fossil Hill. Ils ont recréé l'environnement ancien grâce aux données disponibles et ont découvert le réseau alimentaire sous-marin grâce auquel des créatures géantes comme les ichthyosaures survivaient. La théorie affirme que notre Cymbo se nourrissait de mollusques marins appelés ammonites, qui ont vécu entre 1 et 3 millions d'années après l'extinction permienne. Les ammonites, aujourd'hui éteintes, ont comblé le vide écologique qui a suivi l'extinction de masse. Ils avaient d'excellentes conditions de vie et peu de prédateurs. Les ichthyosaures ont également évolué rapidement car ils furent les premières créatures géantes à peupler les océans du monde. Ils avaient également peu de concurrence en ce qui concernait leur régime. Cymbo jouissait donc d'une énorme réserve de nourriture. Il pouvait manger tranquillement tout son sou. Contrairement aux baleines qui sont devenues si grosses par l'absorption d'aliments comme le plancton, Cymbo et ses congénères ont grandi grâce aux ammonites et cela leur a pris beaucoup moins de temps. C'est un bon message pour les enfants. Mangez sainement. Ce qui est passionnant pour nous aujourd'hui, c'est que ces résultats montrent que les écosystèmes marins peuvent se développer et bien réagir à des changements aussi spectaculaires que les dérèglements du climat, de l'atmosphère ou des conditions de l'eau. Ils ont peut-être eu des parcours différents, mais certains ichthyosaures ont quelques points communs avec les baleines. Ils sont énormes et ne possèdent pas de grandes dents. Les cachalots plongent en profondeur pour chasser le calmar géant. Cymbo chassait de la même façon. Pour séparer ses aliments, il utilisait un espèce de filtre naturel.
Notre ami a sans doute aussi mangé du poisson et peut-être des calmars et même des ichthyosaures plus petits. Aïe! Certaines espèces d'ichthyosaures possédaient un grand nombre de dents et un crâne ressemblant à celui d'un lézard géant. Leurs dents étaient acérées comme des rasoirs. Les ichthyosaures ont nagé dans les océans pendant presque toute l'époque des dinosaures. On a retrouvé des fossiles d'ichthyosaures dans de nombreux autres pays. En Angleterre, en Norvège, au Japon, en Allemagne, en Colombie, en Chine et en Australie. À leur époque, ils étaient les souverains du monde sous-marin. Alors que le soleil se couche, il y a 250 millions d'années, on pourrait imaginer que Simbo a connu un destin plus clément et qu'il sort sa tête de l'eau pour contempler les teintes orangées de ce ciel primitif. Il s'arrête un instant avant de replonger pour rejoindre ses amis, nageant joyeusement à la recherche de nourriture et d'aventure dans les profondeurs bleues de l'océan Triasique. Il ressemble à une créature préhistorique venant de l'époque des dinosaures. Cette bête effrayante, c'est le requin pèlerin. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Nous n'en avons aperçu que 3 au cours des 160 dernières années. La dernière fois, c'était en 2015. Et avant ça, il y a environ 80 ans. Ces requins remontent parfois à la surface pour manger de petits animaux, par exemple des crevettes et autres petits crustacés, et se repaître de délicieux fruits de mer. Mais quand il n'a pas assez de nourriture à la surface, ils peuvent descendre à près de 1000 mètres, où ils restent ensuite pendant des mois. C'est ce que les chercheurs ont découvert en utilisant des balises satellites. Voilà à quoi elles ressemblent. Les requins pèlerins aiment les eaux tempérées, mais ils peuvent migrer sur de longues distances. Ils vivent dans le monde entier. Mais dans les zones tropicales ou subtropicales plus chaudes, ils ne s'approcheront pas de la surface car les températures y sont plus élevées, et ils n'aiment pas ça. La méduse à crinière de lion n'est pas aussi rare, mais sa taille est impressionnante. C'est la plus grande de toutes les méduses et l'animal le plus long qui soit. Elle peut mesurer jusqu'à 36 mètres. C'est environ 7 mètres de plus que la plus longue baleine bleue connue des scientifiques. Cette méduse possède entre 70 et 150 tentacules. Et ils contiennent tous d'énormes quantités de neurotoxines qui peuvent sérieusement nuire à ta santé si tu entres en contact avec l'animal. Mais on ne rencontre que très rarement ce type de méduse car elle vit généralement loin des côtes, préférant la haute mer. Tu trouveras habituellement la méduse à crinière de lion à une profondeur maximale de 20 mètres sous la surface, où elle se nourrit de petits poissons, de zooplancton et de certains autres types de méduses. Elle utilise ses tentacules pour capturer son précieux repas. Vous voulez des frites avec ça ? La méduse fantôme géante vit dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Son ombrelle en forme de chapeau de plage mesure plus d'1 mètre de diamètre. Cette cloche traîne ses 4 bras buccaux en forme de ruban qui peuvent faire environ 10 mètres de long. Cette créature assez rare utilise ses bras buccaux pour attraper les malheureux animaux qui nagent dans son voisinage sans savoir ce qui les attend. La méduse fantôme géante se propulse dans l'eau avec des pulsations périodiques provenant de sa tête orange. Elle brille faiblement et mystérieusement dans les profondeurs ténébreuses. Elle vit dans tous les océans du monde, sauf dans l'Arctique, sans doute parce qu'il y fait trop froid. À cause de sa forme étrange, on a souvent pris le régalec, ou ruban de mer, pour le mythique serpent marin. Il mesure environ 8 mètres de long, ce qui en fait le plus long poisson osseux que nous connaissions, et vit à une profondeur de 1000 mètres. Le régalec passe la plupart de son temps dans les parties les plus sombres et profondes de l'océan, dans les zones tropicales et subtropicales. Il ne remonte presque jamais à la surface, sauf si on l'invite. C'est une créature argentée, brillante, en forme de ruban, avec une longue nageoire dorsale rouge et des nageoires pelviennes rouges également et en forme de rame. Son corps n'a pas d'écailles et est très fin. Ce poisson peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser 300 kg. Le régalec a de très grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'effrayante obscurité dans laquelle il vit. Le requin à collerette est sans aucun doute l'un des animaux les plus monstrueux du monde marin. Si tu l'apercevais quelque part, tu te dirais probablement que tu es revenu à l'ère des dinosaures. Et oui, le requin à collerette est une créature préhistorique car ses racines remontent à 80 millions d'années. Ce fossile vivant peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Il doit son nom à l'aspect frangé de ses fentes branchiales. Bien que les requins à collerette aient requin dans leur nom, ils nagent comme des anguilles, d'une manière nettement serpentine. Leur bouche est terrifiante. Semblable à la gueule du grand requin blanc, elle comporte 300 dents en forme de trident alignées sur 25 rangées. Allez, viens, approche-toi un peu. Les chercheurs ont découvert cette créature au 19e siècle, mais elle n'est que très rarement observée, et ce n'est pas étonnant.
Elle vit généralement à des profondeurs comprises entre 120 et 1280 mètres. La plupart du temps, le requin à collerette se nourrit de calmars qu'il avale en entier. Ses longues mâchoires lui permettent d'ouvrir très grand sa bouche afin d'avaler des animaux 2 fois plus longs que son corps entier. Les requins lutins sont très rares. Les scientifiques en ont repéré moins de 50 en plus de 120 ans. Mais c'est peut-être mieux ainsi car il s'agit d'un animal plutôt effrayant, avec un museau étroit et des dents pointues. Il est aussi capable de projeter toute sa mâchoire vers l'extérieur lorsqu'il veut attraper quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tandis qu'il rôde dans les sombres profondeurs de l'océan, le requin lutin aperçoit un petit calamar qui lui semble bien appétissant. Le dangereux animal s'approche lentement de sa proie. Lorsque la pauvre créature remarque le prédateur, elle essaie de s'enfuir, mais il est trop tard. Le requin a déjà étendu sa mâchoire sur une dizaine de centimètres. Cette mâchoire est attachée à une partie de sa peau que le requin peut déplier. Cela lui est d'une grande aide car c'est un animal plutôt lent. Il lui est donc assez difficile de poursuivre ses proies. Après avoir fini son déjeuner, le requin lutin remet sa mâchoire dans sa bouche et s'éloigne comme si de rien n'était. Les requins lutins vivent principalement au fond de l'océan. Comme de nombreuses autres espèces de requins, ce sont des animaux solitaires. Voici une créature de couleur argentée à la peau très rugueuse. C'est le poisson-lune, dont la longueur totale peut atteindre 3,3 mètres. Son autre nom est la maule. Le poisson-lune est le plus lourd de tous les poissons osseux existants. On l'appelle parfois le poisson tête de nageur dans certains pays, à cause de son étrange aspect. Si ces créatures ont une forme si bizarre, c'est parce qu'elles naissent avec une nageoire dorsale qui ne grandit jamais. Elles se replient sur elles-mêmes à mesure que l'animal se développe et forme un gouvernail arrondi. Le poisson-lune est un peu maladroit. Il se déplace à l'aide de ses puissantes nageoires qui lui permettent de nager sur le flanc. Cet habitant des mers est une créature solitaire. Il se nourrit principalement de zooplancton et de méduses. Le requin-tapis tacheté est l'un des requins les plus rares au monde. Il peut mesurer plus de 3 mètres de long. Il n'a peut-être pas l'air aussi terrifiant que certains de ses copains, mais il est plutôt doué pour attraper les animaux qui passent près de lui sans se douter de rien, surtout la nuit. Cet animal possède un spiracle qui lui permet de respirer tout en restant immobile au fond de l'océan. Il est immobile la plupart du temps, c'est pourquoi on peut difficilement le remarquer. Son corps plat et ses grandes nageoires pelviennes et pectorales se fondent dans le paysage sous-marin. Ainsi, il est très doué pour se cacher. C'est très utile quand il a besoin d'être en sécurité. Le requin-tapis est aussi nommé wobgong en langue aborigène. Ils vivent généralement près du plancher océanique, dans les récifs coralliens, sur les fonds sableux et sous les jetées. Ils ont quelquefois été aperçus à des profondeurs à peine suffisantes pour recouvrir leur corps. Les blobfish sont dépourvus de dents et d'os. Ils ne peuvent donc pas chasser activement. Et comme leur masse musculaire est de faible densité, ils se déplacent assez peu. J'ai eu un colocataire comme ça une fois. Ils puisent leur énergie en se nourrissant sur le plancher océanique. Ils savent aussi comment conserver cette énergie. C'est ce que font la plupart des créatures des profondeurs, car elles ne disposent pas de nourriture en abondance, à la différence des animaux qui nagent plus près de la surface. Pour compenser, leurs corps sont capables de stocker cette énergie, ce qui leur permet de survivre aux périodes de disette. La pression dans les profondeurs où vit le blobfish est 120 fois plus élevée qu'à la surface. Du coup, cet étrange poisson ressemble à une masse gélatineuse bizarroïde dès que tu le fais remonter à la surface. La pression à l'air libre n'est pas assez forte pour donner à son corps l'apparence qu'il a dans son habitat naturel. Il en est tout ramolli. L'uranoscope à bordure blanche pourrait rivaliser avec le blobfish pour le titre de l'animal le plus laid de la mer, tu ne crois pas? Ce poisson a des yeux sur le dessus de sa tête, ainsi qu'une bouche orientée vers le haut, ce qui lui permet de se cacher dans le sable. C'est là qu'il passe la plupart de son temps, ses yeux seuls dépassant du sable. Il se la coule douce ainsi jusqu'à ce qu'un petit animal passe par là. Il peut alors se jeter sur sa cible avec une vélocité incroyable, littéralement en quelques millisecondes. Son mouvement crée un vide dans l'eau et attire un crabe, un poisson ou quelque autre petit animal malchanceux. Une autre tactique implique le venin. Ce poisson possède une épine venimeuse dans son omoplate, ce qui l'aide à attraper d'autres animaux et à se défendre contre ses prédateurs. Même s'il n'est pas apparenté à l'anguille électrique, l'uranoscope à bordure blanche peut générer un choc électrique d'une puissance de 50 volts. Aïe! Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination.
Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande ? Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narwal ? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher ? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux ? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas.
Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoires qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophtalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. Soit à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophtalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? Les scientifiques et les biologistes marins affirment que le poids des calamars sur la planète dépasse celui de tous les hommes réunis. Garde cette information à l'esprit pendant que tu écoutes l'histoire du Kraken. Personne ne sait exactement à quoi ressemble ce monstre marin géant. Mais d'après les récits des vieux pêcheurs dans les tavernes, les archives des voyageurs et les légendes, le Kraken ressemble à un calamar géant. Si c'est le cas, il possède les propriétés anatomiques et les fonctions reproductives du calamar. Et c'est un gros problème pour nous, car un calamar femelle peut pondre de 3 à 100 000 œufs. Même si la plupart d'entre eux ne survivent pas, c'est beaucoup.
Nombre de ces créatures vivent dans les sombres profondeurs de l'océan, qui n'ont pas encore été entièrement explorées. Pourtant, il semblerait que nous en saurons bientôt plus sur eux. Le métabolisme de ces créatures s'accélère grâce à l'augmentation de la température de l'eau, ce qui entraîne une croissance de la population. Les scientifiques appellent les calamars les mauvaises herbes des mers, en raison de leur reproduction rapide. Ils sont susceptibles de dépasser la population de tous les poissons et mammifères. Ils seront peut-être bientôt si nombreux qu'ils n'auront plus assez de nourriture au fond de l'océan. Ils commenceront alors à migrer vers la surface. Des petits calamars et des monstrueux géants. Et qui sait, il y aura peut-être un kraken parmi eux, ou plusieurs, ou même des dizaines, des centaines de milliers. Et si cela se produisait, l'humanité et tous les animaux de la Terre seraient évidemment confrontés à un énorme problème. Penchons-nous sur le sujet. En tant que maîtres de la nature, les hommes sont en mesure d'inventer des produits toxiques pour détruire les krakens. Mais comment répandre ce poison? Les calamars géants, ainsi que les poissons ordinaires, les dauphins, les baleines, les algues et le phytoplancton souffriraient aussi s'ils se retrouvaient dans l'eau. Plus de la moitié de l'oxygène mondial est produit par les océans. Si les humains répandaient ce venin dans l'eau, ils risqueraient de perturber l'ensemble de l'écosystème de la planète. L'océan deviendrait sans vie. Il faut donc oublier cette idée d'empoisonner l'eau. Pendant un certain temps, nous serions impuissants face à l'apocalypse des calamars. Imaginons que 2 milliards de calamars remontent à la surface. Quelques millions d'entre eux sont des krakens. La première chose que ces monstres voudront faire, c'est trouver de la nourriture. Pour eux, le déjeuner est constitué de bancs de poissons ou d'énormes baleines. Et personne ne peut les arrêter. Même si les mégalodons existaient, ils ne pourraient pas non plus résister aux tentacules géants et aux becs puissants des krakens. Maintenant, la population de poissons dans l'océan a diminué. Cela signifie que les pêcheurs ne peuvent plus travailler dans les océans. Nous pouvons pêcher dans les lacs, les rivières et les mers, mais ce n'est pas suffisant. Les produits de la mer sont devenus très chers dans le monde entier. Un aquarium avec des poissons rouges est un luxe. Bien sûr, les humains ont appris à attraper des calamars géants, ce qui résout le problème de la faim dans certaines régions. Le métier de pêcheur de calamars est devenu prestigieux dans le monde entier. Cette pêche est dangereuse et demande beaucoup de force et de courage. Le deuxième problème est celui du transport maritime. Chaque jour, des millions de tonnes de marchandises sont transportées à travers l'océan. Des entreprises gigantesques et l'économie de pays entiers fonctionnent grâce à ces transports. Mais aujourd'hui, les krakens nagent près de la surface et rendent tout voyage dangereux. Un seul monstre peut rapidement détruire un petit navire. 10 ou 20 krakens sont capables de couler un cargo géant. Cela entraîne une réduction des chaînes logistiques. La communication entre les continents se fait désormais par voie aérienne. Le nombre de vols augmente. Les prix de billets d'avion augmentent. Les voyages deviennent trop chers. Cela entraîne une diminution du nombre de touristes dans certains pays, ce qui perturbe leur économie. Il y a plus de krakens et moins de nourriture. Se reposer sur une plage devient également dangereux. Des calamars géants agressifs et affamés peuvent venir sur le rivage pour attraper les baigneurs au soleil. Tous les rivages sont clôturés, la baignade est interdite. Bien sûr, les scientifiques inventent des choses pour lutter contre les calamars. Les barrières sonores, par exemple. Chaque navire est dorénavant équipé d'un appareil qui envoie de puissantes ondes ultrasoniques dans l'eau. Elles font fuir tous les poissons et libèrent le passage pour les bateaux. Au début, c'est utile, mais ensuite les krakens ne les craignent plus. Les ultrasons les mettent en colère. Ils se jettent sur les bateaux et franchissent les barrières sonores. Une autre chose qui les effraie est la lumière du soleil. Depuis des millions d'années, les krakens vivent dans l'obscurité du fond de l'océan. Leurs yeux étant habitués à l'obscurité, ils craignent la lumière vive. Partant ensoleillés, les navires se déplacent librement. Mais dès que le soleil descend sous l'horizon ou que les nuages l'obscurcissent, les monstres marins sortent des profondeurs de l'océan. Cela ne sert pas à grand-chose car il est impossible de traverser un océan en une seule journée ensoleillée. De plus, rien ne garantit de ne pas être pris dans une tempête lorsque le soleil est caché derrière les nuages. C'est pourquoi on invente des projecteurs puissants. Ils dirigent leurs faisceaux vers les têtes des monstres et les entraînent dans les profondeurs obscures. Ces projecteurs sont coûteux car ils nécessitent beaucoup d'énergie. Seuls certains navires peuvent s'offrir un tel appareil. Et tandis que les gens cherchent des moyens plus efficaces pour combattre les krakens, les calamars se multiplient encore et encore. Et cela devient la solution au problème. L'océan manque de poissons. La nourriture n'est pas disponible sur Terre. Comme un serpent qui dévore sa queue, les calamars commencent à se battre entre eux. L'eau se remplit de mousse et les calamars s'accrochent les uns aux autres à l'aide de tentacules. Les gros krakens battent les monstres plus petits. Leur population diminue. Quelques calamars géants de la taille de la tour Eiffel survivent après de longues batailles. Et quand le combat est terminé, de petits calamars entrent en jeu. Des milliards de céphalopodes se jettent sur les krakens géants. Ils sont comme des mouches qui attaquent de tous les côtés. Les monstres géants ne peuvent pas les combattre. Le problème des voyages est résolu. Les grands navires peuvent prendre la mer, mais il est toujours dangereux de nager dans la mer, car les petits monstres sont toujours affamés. Les chaînes logistiques ont été rétablies, mais les poissons sont toujours rares dans les océans. Les calamars, tels des parasites, ne permettent pas à d'autres créatures de dominer.
Et c'est là que les scientifiques viennent en aide aux poissons. Revenons un instant à notre réalité actuelle. Il existe ce qu'on appelle le forçage génétique. Il s'agit d'une substance qui modifie le code génétique des créatures vivantes. Par exemple, les scientifiques ont mis en œuvre un lecteur de gènes chez les moustiques responsables du paludisme. Les biologistes ont modifié le génome de ces insectes, de sorte que certaines femelles moustiques sont devenues stériles. Ces femmes ont ensuite propagé le gène dans toute la colonie de moustiques. Il en est résulté l'apparition d'un plus grand nombre d'insectes incapables de concevoir. Ils ont continué à propager le gène, et ce jusqu'à ce que la population diminue de manière significative. Le guidage génétique est un moyen peu coûteux de se débarrasser d'espèces envahissantes d'insectes ou de rongeurs. Les scientifiques peuvent ainsi contrôler la population d'espèces entières. Mais de telles actions peuvent être dangereuses. La disparition d'un animal peut perturber l'ensemble de l'écosystème et entraîner la disparition d'autres animaux. Dans le cas des moustiques, la nature n'a pas beaucoup souffert. Les scientifiques utilisent donc le forçage génétique contre les calamars. Mais pourquoi n'ont-ils pas pu le faire dès le début? Les calamars ordinaires ne représentent pas une menace, et leur espérance de vie moyenne est de 3 à 5 ans. Si les scientifiques avaient lancé un forçage génétique, alors en 7 ans, tous les petits calamars auraient disparu. Mais cela n'aurait pas fonctionné avec les krakens. Selon les mythes et les légendes, un tel monstre peut vivre plusieurs centaines d'années. Or, lorsque les petits calamars ont résolu le problème des grands, un lecteur de gènes entre en jeu. Il faut plusieurs années pour se débarrasser des calamars. L'écosystème océanique commence à se reconstituer. Les gens prélèvent des poissons et des mammifères marins dans les mers et les rivières et les transfèrent dans l'océan. La population de baleines, de requins, de pieuvres, de saumons et de centaines de milliers d'autres espèces augmente. Mais une autre menace se réveille dans les profondeurs de l'océan. Il s'avère que lorsque les calamars et les krakens vivaient au fond de l'océan, ils ont empêché des monstres encore plus terribles de remonter à la surface. Maintenant que tous les arthropodes ont disparu, de nouveaux monstres se libèrent. D'abord, des tremblements de terre marins se produisent. Mais les scientifiques découvrent que ce ne sont pas les fonds marins qui tremblent, mais le dos de crabes géants. Des centaines de monstres cuirassés et dotés de griffes remontent à la surface. Et cette fois, ils peuvent débarquer sur le rivage. Le sagre elfe. Voilà un nom qui semble directement tiré de l'Heroic Fantasy, mais il s'agit en fait du plus petit requin au monde. Il ne mesure pas plus qu'une paume de main, mais il peut briller dans le noir. La pieuvre à anneaux bleus. Il s'agit sans doute de la plus belle pieuvre du monde. Mais attention, les couleurs vives chez les animaux indiquent généralement qu'ils sont venimeux. Bien que cette petite créature soit de la taille d'une télécommande, l'antidote à son venin n'a d'ailleurs pas encore été trouvé. Neoclinus blanchardi. Bien que ce poisson ne fasse que 30 cm de long, il peut avaler des proies bien plus grosses. Sa mâchoire peut s'ouvrir comme celle d'un dinosaure. Neoclinus blanchardi est connu pour avoir tenté d'avaler une pieuvre entière. C'est ce qu'on appelle avoir un gros appétit. La rascasse volante. Cette beauté a aussi un appétit vorace. Elle peut manger des poissons faisant près des 2/3 de la taille de son propre corps. Et elle cache des aiguilles sur ses nageoires, qui contiennent un puissant venin. Le poisson chirurgien rayé. Il a des pointes tranchantes comme des scalpels sur ses nageoires. Pas pour faire de la chirurgie, mais pour chasser. Et contrairement à ceux d'un médecin, ces scalpels sont enduits de venin. Le dragon abyssal. C'est le seul poisson qui puisse produire de la lumière infrarouge grâce à la chlorophylle présente dans ses yeux. Il vit à une profondeur de 2000 mètres. Or, tu ne peux atteindre cette profondeur que dans un sous-marin spécial. Le poisson-pierre. Ce génie du camouflage se couche généralement sur le fond et se fait passer pour un rocher. Les gens peuvent marcher dessus et les aiguilles acérées présentes sur son dos peuvent facilement transpercer la semelle rigide d'une botte. Le poisson vipère. Ce poisson de la taille de ton avant-bras a les plus grandes dents du monde par rapport à sa tête. Mais il est peu probable que tu le rencontres car il vit à une profondeur de 4000 mètres. La lamproie. Ce sont des parasites qui se collent à d'autres créatures et vivent à leurs dépens. Mais ces créatures sont 10 fois plus grosses que la sangsue de rivière standard. Le méga piranha. Le poisson le plus agressif du monde de la taille d'un Doberman. Un banc de ces créatures peut faire disparaître une vache entière en quelques minutes seulement. Heureusement pour nous et nos amis les vaches, ils ont cessé d'exister il y a 8 millions d'années. Ouf! Colossoma macroponum. Il s'agit d'un gros poisson plutôt ordinaire, jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Il a des dents semblables à celles des humains, et il paraît que les plus riches de ces poissons avaient même un râtelier en or. Comment ça, j'exagère? Le tétravampire.
C'est le poisson d'eau douce le plus dangereux qui soit. Il peut avaler des proies qui font la moitié de sa taille. Même les piranhas craignent ce monstre. La baudroie. Elle a une canne à pêche sur la tête avec un appât qui attire les petits poissons directement dans la bouche de ce redoutable chasseur. L'anguille bécasse. Elle est longue et souple grâce aux 750 vertèbres de son dos. En comparaison, nous n'en avons que 33 ou 34. Le barracuda. Sa mâchoire est semblable à celle d'un grand requin blanc, mais sa marque de fabrique est la vitesse. Il battrait n'importe quel nageur olympique avec une vitesse de 46 km/h. Le poisson-lune. C'est un poisson de la taille d'une personne adulte, et c'est le poisson osseux le plus lourd du monde. Bien que pacifiques, Dieu merci, ils endommagent parfois le fond des petits bateaux de pêche. Le requin-lézard. Sa taille lui permettrait d'exceller au basket. Il chasse en adoptant la stratégie d'un serpent. Le requin plie son corps, puis s'élance vers l'avant, et il a 300 dents. L'anguille électrique. Sa caractéristique principale, ce sont ses organes électriques qui peuvent émettre 4 fois plus de courant qu'une prise normale. Le choc de l'anguille électrique peut facilement étourdir un grand cheval. La méduse boîte. Elle ne se contente pas de dériver dans les vagues près du rivage, comme les méduses ordinaires. Non, ces créatures sont très rapides et peuvent même rattraper une personne dans l'eau. Et leur piqûre est très dangereuse. Elles ne cherchent pas spécialement les ennuis, mais elles sont toujours prêtes à se défendre. Le requin lutin. Son museau se termine par une longue excroissance en forme de lame, et sa mâchoire peut s'étendre jusqu'à l'extrémité du museau. C'est l'un des requins les plus terrifiants au monde, malgré sa jolie couleur rose. Le crocodile de mer. C'est le crocodile le plus irritable de la planète, et l'un des plus grands avec ses 6 mètres de longueur. Ils n'ont pas peur des humains et ne nous considèrent que comme un éventuel apéritif. Le grand requin blanc, l'habitant le plus notoire des océans. Un jour, un grand requin blanc a percé le fond d'un yacht de touristes. Le bateau a coulé, mais heureusement, personne n'a été blessé, ni mangé. Le requin du Groenland. Ce sont les créatures à la plus longue espérance de vie du monde marin. Ils ont un métabolisme très lent et peuvent vivre jusqu'à 300 ans. À titre de comparaison, le plus vieil être humain est mort à 122 ans. Le régalec. Ce poisson est aussi long qu'un anaconda géant et il détient le titre de plus grand poisson osseux du monde. La raie manta géante. Cette créature peut avoir l'air de sourire, mais elle se précipitera sur toi sans hésiter. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de diamètre et possède un dard affûté contenant une puissante neurotoxine. L'orque. Elles peuvent nager à la vitesse d'une voiture et sont aussi grandes qu'un monospace familial. Et ce sont les seules chasseresses des mers qui puissent sauter et attraper leur proie sur la terre ferme. Dincleostéus. Cette créature avait la taille d'une limousine. Bien qu'il n'ait pas eu de dents, il avait des plaques osseuses qui lui conféraient l'une des morsures les plus puissantes de toutes les créatures marines. Camérocéras. C'est une ancienne palourde d'une taille incroyable, mais 90% de son corps entier était une coquille conique. Elle était lourde, ce qui l'empêchait de se déplacer rapidement. Alors la plupart du temps, Camérocéras restait immobile au fond de l'océan en attendant que de petits poissons daignent y passer. Chronosaurus. Il était semblable à un crocodile, mais plusieurs fois plus grand. Les restes de l'un d'entre eux contenaient des os de dinosaures, ce qui signifie que le Chronosaurus chassait non seulement dans la mer, mais aussi bien sur terre. Hélicoprion. C'est l'une des rares espèces à avoir survécu à l'extinction du Trias. Il y est parvenu grâce à sa grande intelligence et à un puissant outil de combat, une mâchoire en forme de scie circulaire au niveau de son nez. Elasmosaurus. Son apparence le fait ressembler à une girafe, mais il est 2 fois plus grand, et c'était un grand voyageur. Il avalait de petites pierres pour broyer sa nourriture. 300 roches du monde entier ont été trouvées dans les restes de l'un d'entre eux. Le calmar colossal. Il pèse autant que 2 ours polaires et est 5 fois plus grand qu'un homme. Ils sont extrêmement rares, mais existent encore dans les eaux froides et profondes de notre planète. La baleine à bosse. Comme les baleines ordinaires, elles se nourrissent de plancton et de petits poissons, utilisant leur bouche comme un énorme filet. Elles utilisent leur queue géante pour assommer les grands bancs de poissons. Mosasaurus. Aussi grand qu'une rame de métro, c'était le véritable roi des mers il y a 66 millions d'années.
Sa mâchoire et son crâne ressemblaient à ceux des serpents et il pouvait avaler ses proies en entier. Aujourd'hui, on peut encore trouver ses lointains cousins, les varans. Le Léviathan de Melville. Cette créature avait les plus grandes dents jamais connues. Elles étaient aussi grandes que la moitié de ta main et il ressemblait à un croisement entre une orque et un cachalot. Lizictis. Ils étaient plus grands qu'un bus scolaire, mais ce n'étaient pas des chasseurs. Leur grande taille les empêchait d'être rapides, alors ils se nourrissaient surtout de plancton. Le mégalodon. La plus célèbre des anciennes créatures marines. Il était plus lourd qu'un tank ou même qu'une petite maison. Certaines personnes pensent qu'il vit encore dans les eaux profondes de l'océan. Basilosaurus. Ancêtres géants des baleines modernes, ils avaient de grands membres inférieurs. C'est peut-être parce qu'ils étaient auparavant des créatures terrestres, mais au cours de l'évolution, ils se sont progressivement déplacés vers le milieu aquatique. Le cachalot. Il est presque aussi grand qu'un terrain de basket et son cerveau pèse 7 kg, soit 7 fois le poids d'un cerveau humain. Le rorqual boréal. L'un des meilleurs nageurs de toutes les baleines. Le rorqual boréal peut atteindre une vitesse de 50 km/h et plonger plus profondément que la hauteur de l'Empire State Building. Chastasaurus. Bien qu'il ne reste que des os de ce monstre, les estimations des scientifiques supposent qu'il était aussi grand qu'un court de tennis ou qu'un semi-remorque. La baleine bleue, le plus grand mammifère à avoir jamais vécu sur notre planète. Son cœur à lui seul pèse autant qu'une grosse moto et ses veines sont aussi larges qu'une grande casserole. Et elles peuvent chanter aussi. La méduse à crinière de lion. La plus grande méduse au monde, elle possède un chapeau de 2 mètres de large et des tentacules aussi longs qu'un immeuble de 10 étages. Bien qu'elle ne soit pas du tout dangereuse, on peut quand même se retrouver empêtré dans ces incroyables tentacules comme dans un filet. La galère portugaise. Bien que sa tête soit très petite, comme une méduse ordinaire, ses tentacules sont aussi longs que la moitié d'un terrain de foot. Et ces créatures sont venimeuses. Elles paralysent les poissons et tout ce qui est pris dedans, même les humains. Bienvenue à un autre combat du siècle. Le premier participant entre sur le ring. C'est le mégalodon. Ce requin a vécu il y a 23 à 3 millions d'années. Et à l'heure actuelle, il détient le titre du plus grand chasseur de tous les temps. Le deuxième combattant est sur le ring, et c'est le Dinkleosteus. Il vivait il y a environ 350 à 380 millions d'années et était le plus grand poisson de son époque. Ces créatures nageaient partout dans le monde et semaient la terreur avec leurs têtes blindées et leurs puissantes mâchoires. Le mégalodon est considéré comme l'un des meilleurs chasseurs de tous les temps. Les scientifiques ont réussi à comprendre les tactiques de chasse de ce requin antique. Ils ont notamment appris que ces animaux étaient capables de distinguer les points vulnérables de leurs adversaires. Ils s'attaquaient directement aux organes vitaux, mettant ainsi rapidement leurs ennemis hors d'état de nuire. Ils ciblaient aussi les nageoires chez certaines grandes créatures marines afin de les immobiliser. Même les plus gros de leurs adversaires finissaient sans défense et sans protection. Une autre tactique utilisée par le Meg était l'approche du bélier. L'énorme requin fonçait s'écraser contre une baleine, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. En d'autres termes, l'intelligence et la stratégie étaient les aptitudes les plus importantes du mégalodon. À cette époque, il était le plus grand requin du monde. Mais dans les océans, il y avait des créatures bien plus grandes que lui, justement comme certaines espèces de baleines, qu'il n'avait d'ailleurs pas toujours le courage de charger. Quant au Dinkleosteus, son véritable atout était sa puissante mâchoire. Le plus souvent, ce poisson nageait vers un animal plus petit. Puis, en une fraction de seconde, il ouvrait son énorme gueule. Et le futur repas était aspiré à l'intérieur avec de l'eau. Adieu Charlie. Alors que cette créature grandissait, la forme de sa mâchoire s'est mise à changer. Les temps suivant sa naissance, elle ne pouvait se nourrir que de gros poissons mous. Avec l'âge, elle devenait capable de mâcher des aliments plus durs. Et plus tard, au cours de son existence, le Dinkleosteus a commencé à croquer des créatures marines aux coquilles dures, voire n'importe quel animal marin qui existait à cette époque. Entends-tu le son du gong? Cela signifie qu'il est temps pour nos monstres marins de se rencontrer en face à face. Ils se croisent dans les vastes eaux de l'océan. Le mégalodon est le premier à apercevoir son adversaire. Le requin veut utiliser son approche bélier contre la puissante armure du Dinkleosteus. Il commence donc à accélérer, mais le Dinkleosteus esquive et évite la collision.
Alors que le requin se retourne, le Dunkleosteus a l'occasion de l'attraper par la queue. En une fraction de seconde, ses puissantes mâchoires se referment sur l'aileron du requin. Aïe! Mais les plaques osseuses du poisson sont trop courtes pour mordre à travers la peau épaisse du mégalodon. Ce dernier commence à se tordre et à remuer sa puissante queue pour repousser le Dunkleosteus. Cela ressemble à un rodéo. Le Dunkleosteus reçoit une puissante gifle et reste étourdi pendant un moment. Le mégalodon en profite pour se retourner. Quelques secondes plus tard, l'énorme requin ouvre son énorme mâchoire et termine le combat en une seule morsure. Oh! Donc aujourd'hui, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il est digne de son titre de meilleur chasseur du monde marin. L'ancien requin continue ses pérégrinations à la recherche d'un adversaire plus fort. Reste avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue au combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus Rex. Appelons-la Tyriana. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et était une véritable reine sur le territoire nord-américain moderne. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des mers, le mégalodon. Celui-ci s'appelle Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais les légendes à son sujet sont toujours bien vivantes. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé et un super prédateur en son temps. Même si notre T-Rex n'est pas le plus grand de son espèce, Tyriana reste l'un des plus dangereux. Mais regardons la taille de son adversaire. Le gabarit du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En effet, les seuls vestiges de cet ancien requin sont surtout des dents et des vertèbres. Les scientifiques ne peuvent donc que faire des hypothèses sur sa taille réelle. Pourtant, même selon les calculs les plus modestes, il reste plus grand que le T-Rex. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au T-Rex. Le premier point revient au requin géant. Mais qu'en est-il de l'agilité ? Tyriana semble être grande et maladroite. Cependant, le T-Rex avait un excellent équilibre grâce à son énorme queue et pouvait tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses jambes, il est clair qu'elles ne désertent jamais la gym. Le mégalodon était certainement le meilleur prédateur du monde aquatique, non seulement en raison de sa taille et de sa masse, mais aussi de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur les restes de baleines. Ils en ont conclu que Mégane visait les points faibles de ses proies et savait où se trouvaient les organes vitaux. D'autres restes de victimes du mégalodon présentaient de nombreuses fractures osseuses. Cela suggère qu'elle n'hésitait pas à utiliser son poids comme bélier. Un bélier de 50 tonnes pouvant facilement briser des murs en béton. Donc, ce requin avait deux techniques principales, le bélier et la morsure suprême. Mais l'arsenal du T-Rex était beaucoup plus large. Comme le mégalodon, il avait la morsure la plus puissante de son espèce et utilisait aussi la stratégie du bélier. Bien que son poids ne soit pas aussi important que celui du mégalodon, le T-Rex pouvait atteindre une vitesse bien plus élevée. Et son impact était bien plus important que celui d'un requin. Et avec ça, elle pouvait frapper avec sa queue, ses jambes avaient une force extraordinaire et pouvaient lui permettre de maintenir sa victime. Sans aucun doute, l'arsenal du T-Rex est beaucoup plus varié. Ce point va donc aux dinosaures. Le prix du public. Le T-Rex est sans doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. Il est apparu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo, mais pire cauchemar, des timbres-poste et des mèmes. Et son squelette au Musée américain d'histoire naturelle est le plus connu au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée qu'il pouvait seulement voir les objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros ont échappé à un T-Rex en restant simplement figés sur place. Eh bien, tout d'abord, un dinosaure pouvait facilement les sentir. Deuxièmement, le T-Rex avait une excellente vision. Elle était en fait 13 fois plus claire que celle des humains. Le mégalodon, quant à lui, a la réputation d'être un vrai démon. Une scène dans laquelle le mégalodon détruit un bateau de pêche est toujours aussi culte et effraie les téléspectateurs du monde entier. Mais comme il en reste très peu de vestiges, il est difficile de savoir à quoi il ressemblait vraiment. Donc l'Instagram de T-Rex serait beaucoup plus populaire. T-Rex prend ce point. Le gong retentit et cela signifie qu'il est temps de commencer le combat. Ces deux prédateurs se rencontrent sur la côte de l'Amérique du Nord. Les mégalodons vivaient surtout en eau profonde, mais ils chassaient parfois près des plages. Le T-Rex était également présent dans cette région, et maintenant, ces deux prédateurs se retrouvent face à face. En eau peu profonde, le mégalodon devient plus lent, et T-Rex esquive facilement sa morsure. Mais il lui est difficile d'attaquer le requin, car la taille du corps de Tyriana ne lui permet pas de plonger sous l'eau.
T-Rex décide de se retirer dans des eaux encore moins profondes. Megan, le mégalodon, se laisse tomber en essayant de mordre le dinosaure et la bouscule de tout son poids de 50 tonnes. Le T-Rex perd l'équilibre et tombe. Maintenant, rien ne peut l'aider. Oh oh! Le mégalodon prouve donc une fois de plus qu'il était le prédateur ultime et qu'il pouvait facilement vaincre notre dinosaure star. Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de 3 fois plus grand que le plus grand requin blanc connu. On a également découvert que les femelles faisaient environ 2 fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque, bien sûr. En fait, le meg était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de 2 mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par dent. Combiné, il signifie donc grande dent. Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ses dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, répartis sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond ? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux, et la nourriture rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'ils soient encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède 2 nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun-rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus effrayants ayant jamais existé. C'était à l'époque de la Renaissance. Des gens avaient trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents. Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, l'ancêtre du grand requin blanc d'aujourd'hui a vécu à la même époque que le meg. Mais ils n'étaient certainement pas très copains, voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était meilleur à la chasse, car plus petit et donc plus agile. Il pouvait rapidement voler ses proies au meg. On sait également qu'il dévorait les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela a sans doute été l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que les mégalodons étaient des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement, mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le meg. Mais ces réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'ère glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin-taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille.
Aussi effrayants qu'ils puissent paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodons dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodons ? En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents 2 à 4 fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie. Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette d'un requin. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodons ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierres-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que le dinosaure. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du Meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers Homo sapiens, ainsi qu'on désigne les premiers humains, ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint ? Les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où il semait la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes. Ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre, elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le kraken possède de puissants tentacules. Des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le kraken peut briser un navire en deux, ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire au sujet du kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins, sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon ? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui, dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance. Étant donné la taille du kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture, et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Dans les légendes, le kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ces calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, il pouvait voir leur proie de très loin. Et un kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calmar a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés aux Bahamas, et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calmars proprement gigantesques, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calmars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plonger à de telles profondeurs nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calmars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calmars faisaient bien la taille d'une petite île, car en vérité, nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs, des monstres bien plus terribles que le kraken sévissent.
C'était l'une des plus grandes créatures à avoir jamais parcouru la Terre. Elle était plus longue qu'un bus scolaire normal et pouvait facilement peser plus que 10 éléphants ensemble. Mais où vivait le mégalodon? Comment a-t-il fini par avoir cette taille? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu de nos jours? C'est ce que nous allons découvrir. Le mégalodon est le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En termes de localisation, il vivait pratiquement dans toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement que la gigantesque créature s'est adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Les plus jeunes aimaient rester sur les côtes, tandis que les adultes préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient aussi aisément se déplacer en pleine mer. Comment savons-nous que le mégalodon était si répandu? Nous pouvons seulement spéculer, en nous basant sur le fait que l'on a découvert les fossiles les plus au nord, au large des côtes du Danemark, et les plus au sud, en Nouvelle-Zélande. La question de savoir comment le mégalodon a atteint cette taille est toujours ouverte dans la communauté scientifique. Ils ont récemment découvert que tous les spécimens de cette espèce fascinante ne faisaient pas toute la même taille gigantesque. Cela est dû à la règle de Bergman, selon laquelle la température du milieu ambiant influe sur la taille de l'animal, qui doit conserver sa chaleur, soit en perdre. Les mégalodons qui atteignaient des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de poids corporel pour être sûrs de survivre à ces basses températures. Au contraire, ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petits pour éviter de brûler. Mais à quoi ressemblait cet énorme poisson? La plupart des représentations modernes montrent le mégalodon comme un gigantesque requin blanc. Mais il semblerait que ce ne soit pas forcément exact. Le mégalodon avait probablement un nez beaucoup plus court et une mâchoire plus plate qui paraissait presque écrasée par rapport au grand requin blanc. De plus, il avait visiblement quelque chose en commun avec le requin bleu de nos jours, des nageoires pectorales extra longues. Ils en avaient besoin pour supporter leur poids et leur taille lorsqu'ils naviguaient dans les eaux de la planète. Enfin, les demoiselles mégalodons, étaient certainement environ 2 fois plus grandes que les messieurs. Quant à leur progéniture, même un petit mégalodon était énorme, au moins 1,5 mètre du nez à la queue. Comment le savons-nous? Parce que des spécialistes sont tombés sur des sites de reproduction de mégalodons au Panama, dans le Maryland, aux îles Canaries et en Floride. Même les piles de couches sales étaient énormes. Non, allez, je rigole. L'aspect le plus effrayant de l'apparence du mégalodon était certainement sa bouche. Je veux dire, si tu y penses, le mégalodon mangeait des baleines pour dîner, alors il avait évidemment besoin d'ouvrir sa bouche assez grand. Les scientifiques ont estimé que sa mâchoire devait avoir une taille hallucinante, 2,7 à 3,4 mètres de large. Pour te donner une idée, cela signifie qu'il aurait pu facilement engloutir 2 personnes adultes côte à côte. Attends, quels 2 adultes en fait? Ces mâchoires impressionnantes comportaient également 276 dents. D'après les reconstitutions modernes de la force de sa morsure, il semblerait qu'il ait été l'un des plus puissants animaux de proie, sinon le plus puissant à avoir jamais existé. À titre de comparaison, la force de morsure des humains peut atteindre environ 1300 newtons. On estime que les grands requins blancs d'aujourd'hui sont capables de mordre avec une force de plus de 18 000 newtons. Le mégalodon bat tous les records, avec une force de morsure estimée jusqu'à 10 fois supérieure. Il pourrait pratiquement écraser une voiture avec très peu d'effort. Ses dents étaient également assez surprenantes. Comme les requins, le mégalodon remplaçait rapidement ses dents cassées ou usées. Avec 4 ou 5 rangées de dents dans sa bouche, il agissait comme un tapis roulant, faisant repousser les dents abîmées ou manquantes en 48 heures environ. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement fait pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Or, c'était gentil de leur part, car c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles les dents de mégalodon sont si fréquentes dans les archives fossiles et que nous sommes en mesure de les étudier correctement. Pour conserver son physique impressionnant, le mégalodon devait manger approximativement 1134 kg de nourriture par jour. Tu n'arrives pas à te faire à cette idée? Eh bien, c'était l'équivalent d'une vache écart par jour pour survivre. C'est comme si tu devais manger 3300 boîtes de thon par jour. J'ai souvent utilisé le mot mégalodon, mais je vous ai déjà dit d'où il venait. Traduit du grec, il signifie dents géantes. Ah, ces Grecs, ils sont malins. Cependant, le nom scientifique complet de ce requin géant est un peu plus compliqué. Carcharoclès mégalodon. Mais ces gigantesques prédateurs ont-ils vraiment disparu? Nous tendrions à le croire, mais soyons honnêtes une seconde.
Nous en savons plus sur la surface de Mars que sur les profondeurs de nos océans. Nous n'avons exploré que 15% de nos océans. Qui sait ce qui peut se trouver là-bas, dans les profondeurs? Peut-être d'anciens prédateurs? La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Challenger Deep, sa partie la plus profonde, est si profonde que l'on pourrait y plonger l'ensemble du mont Everest. Et il resterait encore plus d'1 kilomètre au-dessus de la surface. C'est super profond. Si un mégalodon ou deux avait besoin d'un endroit où se poser, ce serait un endroit assez discret. Cependant, la fosse des Mariannes n'est pas un endroit particulièrement confortable. Tu sais, parce que c'est froid et plongé dans l'obscurité totale et tout ça. Les températures ici sont d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Et pour couronner le tout, la pression est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la mer. On peut supposer que si un mégalodon se cachait ici, ses dents et ses os ne seraient pas en très bon état. À cause de la forte pression qui règne dans la fosse des Mariannes, les protéines et le calcium commencent à se dissoudre et à se désintégrer. C'est pourquoi, par exemple, le poisson limace, le poisson le plus profond que nous ayons découvert, a évolué vers un cartilage flexible à la place des os. Pour survivre ici, le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il serait devenu bioluminescent ou aurait évolué pour développer des yeux énormes comme le calamar géant. Bien que cela puisse sembler être une idée intrigante et géniale pour un scénario de film, la plupart des scientifiques ne pensent pas que cela soit possible. Pourquoi? Eh bien, la majorité d'entre eux disent que c'est à cause de la taille du mégalodon. La plupart des aliments que les mégalodons aiment manger vivaient dans les zones océaniques peu profondes et non dans les eaux profondes. Les spécialistes pensent que si ces animaux erraient encore dans nos eaux, il serait impossible que nous ne le sachions pas. Il faudrait qu'ils viennent dîner de temps en temps, non? Leur nourriture est également la cause la plus probable de la disparition du mégalodon. Alors que certains spécialistes pensent que le mégalodon s'est éteint à cause d'une baisse de la température de l'eau de l'océan, la majorité des scientifiques suggèrent que la dynamique changeante de la chaîne alimentaire est peut-être plus responsable. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait de moins en moins de sa principale source de nourriture, les baleines à fanon. Et en même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les requins prédateurs plus petits, comme le grand requin blanc et les baleines, a augmenté. Le mégalodon a vécu sur cette planète bien plus longtemps que nous, et à une époque où nous n'existions pas encore. Ils sont restés ici près de 70 fois plus longtemps que nous, les humains modernes, et ont habité les océans pendant environ 20 millions d'années. L'Homo sapiens est apparu il y a approximativement 300 000 ans. Le mégalodon a réussi à survivre si longtemps, surtout grâce à sa taille imbattable. Il pouvait faire un repas de presque tout ce qui se trouvait dans la mer à l'époque. Nous pouvons considérer ces deux espèces comme des créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais coexisté sur Terre. Les dinosaures se sont probablement éteints il y a environ 66 millions d'années. Les mégalodons semblent être apparus un peu plus tard. En effet, les plus anciens fossiles de mégalodons que nous avons découverts jusqu'à présent datent de l'époque du Miocène, qui a commencé il y a 23 millions d'années. Adieu Meg!